C'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu. Alerte sur le budget, menace pour les Français. Regardez derrière moi, ce compteur, il est spectaculaire, il est vertigineux, il est même effrayant. C'est le compteur de la dette publique qui tourne en temps réel. Le compteur, je me mets jusqu'au bout, c'est immense, c'est énorme. On serait à 1 000 € supplémentaires par seconde pour notre dette publique d'augmentation. Vertigineux, effrayant, ça je vous le disais, mais pour certains, cette dette, eh bien on peut la brûler ou la congeler. Alors rassurez-vous, on va tout vous expliquer. Jean-Luc Mélenchon dit vouloir foutre le feu au titre de dette. Le banquier d'affaires Mathieu Pigasse est d'accord. Le ministre de l'économie dit attention, crise financière à la clé. Donc qui dit vrai ? Pourquoi la dette revient-elle dans l'atmosphère ? Parce que tic-tac, c'est le retour du débat budgétaire. Et le gouvernement a 1 mois pour trouver la formule magique pour faire passer un budget sans majorité, en pleine campagne présidentielle. Alors, est-ce mission impossible ? Allons-nous vers un pays sans budget ? Eh bien, oui, peut-être. Et si oui, quelles conséquences pour vous ? Au cœur des discussions, il y a un gel partiel des pensions des retraités aisés. Ça fait déjà hurler. Faut-il quand même le faire ? Et puis, autre mauvaise surprise de la rentrée, je suis désolée, les Français sont de moins en moins riches. On lève le voile sur cette réalité. Et le gouvernement, de son côté, promet pas de hausse d'impôts, mais la musique qui monte, il y en aura. Elles sont juste bien cachées. On va essayer de les débusquer ensemble dans cette émission. Le grand dossier, alerte sur le budget, menace pour les Français. C'est parti. Écoutez la porte-parole du gouvernement qui nous assure, qui le garantit, qui le promet, pas de hausse d'impôts. Je promets aux Français que le gouvernement ne proposera aucune hausse d'impôts supplémentaires en 2027 par rapport à 2026. C'est ensuite aux parlementaires, encore une fois, d'en débattre. Mais nous ne voulons pas de hausse d'impôts. Les forces parlementaires feront leurs propositions. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Stéphanie Villers. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes économiste et conseillère économique PwC. Bonjour Élie Cohen. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes économiste et directeur de recherche au CNRS. Merci beaucoup Yves Gégaud d'avoir accepté également l'invitation. Ancien ministre directeur de la publication de la lettre du Made in France. Guillaume Roquette, bien sûr, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et dans quelques instants, nous serons également rejoints par Dominique Régnier de la Fondapol. Tout d'abord, allons-nous vers des hausses d'impôts déguisées ? Le Premier ministre le dit, l'écrit même, non, pas de hausse fiscale ni de création de taxes, mais que voit-on dans les tuyaux ? Eh bien, on voit des niches fiscales dans le viseur, des reconductions de taxes exceptionnelles pour les grandes entreprises dans les débats. Alors, on va plus loin avant de vous entendre. C'est Stéphanie Villers et qui va tout vous expliquer. La partie pédagogie, je vous emmène avec moi, Stéphanie. Stéphanie, première astuce, si l'on peut dire, pour éventuellement déguiser ces hausses d'impôts. Le gouvernement a déjà annoncé vouloir s'en prendre à la fraude et à l'optimisation. Et donc, dans le viseur, je le disais, les niches fiscales. Alors oui, les niches fiscales, c'est un peu un manque à gagner à hauteur de 85 milliards d'euros par an. Et en fait, aujourd'hui, le gouvernement tente de voir l'efficacité véritablement de ces niches. Alors, il y a plusieurs idées pour essayer de récupérer quelques millions, voire milliards. Notamment, c'est les frais de scolarité. Vous savez, chaque foyer fiscal peut déduire entre 100 et 100, un peu moins de 200 € par enfant qui fait des études, qui va au collège ou au lycée ou qui fait des études supérieures, et donc on reviendrait sur cet avantage. Donc ça correspondrait pour ceux qui ont des enfants qui font des études à une petite hausse d'impôt, puisque avant il y avait cet abattement. Pour autant, si c'est une hausse d'impôt pour ces Français, ça ne veut pas mécaniquement dire une recette réellement supplémentaire, notamment sur le long terme, parce qu'on sait que la natalité est en train de baisser. Donc voilà, c'est à hauteur de 200 millions. Je ne suis pas sûre que le jeu en vaille la chandelle. Et le Pacte Dutreil. Pour le Pacte Dutreil, c'est sur les transmissions d'entreprises. On a vu qu'il y avait certains abus, notamment on pouvait limiter l'assiette fiscale en mettant dans sa transmission des logements non professionnels, mais aussi des bijoux, des tableaux d'art, enfin toutes ces choses-là, des œuvres d'art, pardon. Ça va être retiré dès 2026. Ça vise à plus d'efficacité et ça pourrait ressembler effectivement à une hausse d'impôt
par rapport à ce qui était précédemment. Et on entend parler aussi de taxes exceptionnelles censées disparaître, mais finalement prolongées. Et donc de quoi parle-t-on ? Alors ça, c'est vraiment une hausse d'impôt, là. Pour le coup, ça a été mis en place parce que déjà, on parlait, il y a 2 ans de ça, donc on parlait de problématiques de déficit public. Alors, c'est une contribution au départ. On parle de quoi ? De prolonger des taxes, contributions sur les hauts revenus, par exemple, ou sur taxes d'impôt sur les sociétés ? Alors ça permet de récolter à peu près 2 milliards par an, et ça, 8 milliards. Donc ça fait au total 10 milliards. Compte tenu de la situation des finances publiques, je pense que le gouvernement n'a pas tant les moyens de s'en passer. Donc on risque effectivement de voir ces taxes se prolonger. Et troisième possibilité, sans création de nouvel impôt, il y a aussi des augmentations automatiques. Et là, de quoi parle-t-on précisément ? La taxe foncière va être revalorisée en fonction, en gros, de l'inflation. Mais ça ne pénalisera pas ceux qui ont des revenus qui sont indexés à l'inflation. Je pense à ceux les retraités notamment, parce que c'est quand même aujourd'hui le débat. Par contre, les salariés qui ne sont pas indexés à l'inflation vont voir leur taxe foncière augmenter s'ils sont propriétaires, et ça fait des impôts supplémentaires. Merci beaucoup Stéphanie Miller. Elie Cohen, je me tourne vers vous. Il ne faut pas se raconter d'histoires, il faut arrêter de raconter des histoires. Les impôts vont augmenter quoi qu'il en soit, quel que soit le cas de figure ? Vous savez, quand vous augmentez les dépenses, quand vous ne votez pas un seul budget en équilibre depuis 40 ou 50 ans, quand vous n'en exécutez pas un seul en équilibre, il faut à un moment trouver des ressources. Alors, trouver des ressources, vous pouvez effectivement jouer sur les niches fiscales, vous pouvez jouer sur la non-indexation de certains revenus taxés. Vous avez toute une série d'outils, toute une panoplie qui permet d'augmenter les impôts sans le dire, mais en réalisant quand même l'objectif qui est d'assurer un peu l'équilibre des finances publiques, parce qu'à la fin du jour, si vous avez plus de dépenses que de recettes, vous êtes obligé d'augmenter la dette. Et la dette, ce sont des impôts futurs. Mais il n'y a pas de miracle dans les finances publiques. Guillaume Roquette, quand le Premier ministre prend la plume pour dire pas de hausse fiscale, pas de création de taxes, on va se poser les questions très clairement, peut-être un peu durement, il ment ? Il ment par omission peut-être. C'est-à-dire qu'il oublie de dire que les augmentations qui ont déjà été là, qui viennent d'être rappelées et dont on disait qu'elles étaient provisoires, elles vont durer. C'est toujours comme ça en France. Vous savez, quand on vous dit impôt exceptionnel, vous pouvez retenir le mot impôt et oublier le mot exceptionnel. Et donc effectivement, cette contribution sur les grandes entreprises ou sur les hauts revenus, elle est maintenue. Moi, ce qui me fascine, c'est que d'emblée, et à juste titre, on vient de poser ce débat budgétaire sur les augmentations d'impôts. Parce que c'est toujours vers là qu'on va. Vous citiez le Premier ministre à l'instant. Je vous renvoie, parce que c'est un modèle du genre, à cette lettre que Sébastien Lecornu a envoyée à ses différents ministres au mois de juin dernier. Il leur avait dit, c'est l'usage, au début de l'été, chaque ministère parle un peu de son budget de l'année prochaine. Évidemment, Lecornu leur avait dit, vous allez faire des efforts. Il y avait 30 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Les différents ministères demandaient 40 000 postes supplémentaires, 40 000 emplois publics supplémentaires entre 2027 et 2029. Donc évidemment, le Premier ministre leur a dit non. Mais ça montre un peu l'état d'esprit de cette sphère publique qui nous gouverne, c'est-à-dire que l'effort, il est toujours pour les Français, de préférence pour les riches, parce qu'ils sont là pour payer, c'est bien connu. En revanche, du côté des économies de l'État, ça, on verra toujours demain. Yves Gégaud. Oui. Non seulement on ne nous dit pas exactement les choses telles qu'elles sont, mais en plus, on dirige la demande, l'effort, toujours vers les mêmes et pas vers l'État ? Toujours vers les contribuables. Alors les gros contribuables plus que les petits contribuables. Enfin, j'entendais parler de la taxe foncière. Effectivement, l'État va augmenter les bases de taxe foncière, de l'inflation. Mais les collectivités locales peuvent augmenter les taux. Donc ça peut faire un double effet pour le contribuable. Et la taxe foncière est payée par les propriétaires, pas seulement les propriétaires riches. Les petits propriétaires peuvent y passer. On a vu les hausses de l'essence. On sait bien que ça entraîne des hausses des taxes sur l'essence. Et que quand on prend 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes de plus sur le diesel, il y a une partie de taxe qui est entraînée sur ce sujet. Donc je pense je rejoins Guillaume Roquette sur cette question, c'est-à-dire on parle des recettes, parce qu'il faut bien boucler le budget, ou essayer de boucler le budget, mais on ne parle jamais d'une vraie baisse des dépenses de l'État.
parce que dans notre raisonnement, l'État, c'est 700 milliards de budget. Il y a 800 milliards de budget social. Les baisses de recettes, les baisses de dépenses dans le budget social, c'est jamais un sujet politique. Et puis, il y a les collectivités locales, autour de 300 milliards. Donc, c'est une équation économiquement très difficile, parce qu'après 50 années, nous sommes dans une situation extraordinairement tendue. Nous sommes dépendants de nos banquiers, de ceux qui nous prêtent, des taux, le remboursement de l'intérêt de la dette, pas de la dette. Il faut que les Français le comprennent. C'est pas la dette qu'on rembourse, c'est les intérêts de la dette chaque année, et passer en gros de 50 milliards il y a une dizaine d'années à 70 voire 80 milliards. Ça, c'est aussi de l'argent qu'il faut trouver sur ce sujet. Donc effectivement, la situation économique est difficile, et s'ajoute depuis la dissolution une situation politique impossible. Donc tout ça crée une sémantique qui est très compliquée. Et effectivement, il n'y a pas un Français, je pense, qui pense que les impôts n'augmenteront pas. Je pense que je comprends le discours du Premier ministre, sans doute pour réfréner l'ardeur des députés qui sont les plus imaginatifs en matière d'impôts, mais je pense aussi que les Français n'y croient plus. J'allais vous poser la question. Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont, si effectivement on essaie de les enrober là, ces dernières heures pour mieux faire passer la pilule? Pourquoi on ne l'assume pas? C'est si difficile aujourd'hui. Oui. C'est impossible. En fait, mais on entend bien que la notion d'effort demandé aux Français ne passe pas. Enfin, je vous rappelle qu'au moment où on a demandé aux Français de travailler davantage et partir à la retraite un peu plus tard, ça a véritablement bloqué la société. Donc, on sait aussi qu'on a quand même un taux d'imposition qui est un des plus élevés. C'est pas tant qu'on a des marges parce que par rapport aux autres pays, on taxe beaucoup moins. Non, en réalité, on est on fait partie des pays qui taxent le plus. Donc, les marges de manœuvre sont tellement limitées qu'on essaye de trouver en fait quelques niches fiscales ou quelques inventions à droite à gauche, mais en fait la mesure phare qui pourrait dire finalement on va passer l'impôt, on va le doubler, enfin ce n'est pas possible. En réalité, le gouvernement fait face à son impossibilité d'augmenter massivement les impôts parce que les marges de manœuvre n'existent pas. Donc en fait, il nous raconte que ils essayent, il n'y a pas véritablement de hausse d'impôts, on reprend les taxes exceptionnelles des années précédentes et puis on les reconduit. Voilà, ça, on laisse penser comme ça que c'est pas la vision comptable mais pas dynamique. Moi, j'aimerais qu'on parle du temps de travail, qu'on dise qu'il faut travailler plus. Ça ouvre le débat des retraites, mais ça ouvre le débat du temps de travail mensuel et horaire. J'aimerais qu'on parle des importations. On est passé de 400 milliards de biens importés il y a 10 ans à 600 milliards aujourd'hui. Tout ça ne génère pas de richesse pour le pays. On n'ouvre pas les débats dynamiques pour rester sur des débats comptables. Eh bien, dans le débat comptable, effectivement, ça passe au-dessus de la tête des Français qui ne veulent plus en entendre parler, et je les comprends. Cohen. Oui, les Français ont le sentiment justifié qu'ils sont déjà surfiscalisés. Bon, à partir de là, quel est le gouvernement qui va venir expliquer à ces Français qui se sentent à juste titre surfiscalisés qu'il faut en mettre une couche supplémentaire? C'est simplement impossible. Donc ce qu'il faudrait, ce que on n'arrête pas de réclamer, c'est un moment fondateur, c'est-à-dire un moment où on passe au scalpel toutes les dépenses pour essayer de voir quelles sont les dépenses qui sont véritablement utiles. Et à ce jour, selon vous, quelles seraient les dépenses inutiles? Si on devait en couper quelques-unes aujourd'hui, quelles seraient-elles? Ah mais c'est très simple. Toute coupure dans les dépenses se traduit par une moindre recette pour les publics concernés. Mais quelles sont ces dépenses que malgré tout qui a décidé raboter aujourd'hui? Qui a décidé qu'on devait avoir un État social protecteur à ce point et qui couvre tous les risques de la vie, le risque de la naissance, le risque de la vieillesse, le risque de la maladie, le risque du chômage, le risque... Je veux dire, c'est nous qui avons décidé collectivement, à un moment, par accumulation de mesures, que tous les risques devaient être socialisés. Eh bien, peut-être que le moment est venu de reconsidérer la part du risque socialisé et du risque individualisé. Allez-y, Guillaume. Oui, on va prendre un exemple un peu provocateur, mais aujourd'hui, le RSA apparaît comme une évidence. Mais si on se pose 2 minutes, pourquoi est-ce que l'État devrait financer des gens qui sont en état de travailler, qui ne sont ni malades ni handicapés, et qui pourtant ne travaillent pas? Alors, parfois le débat revient,
façon biaisée en disant on va peut-être demander des contreparties. Évidemment, ça ne se fait pas. Mais ce sont des vraies questions. Le coût de l'État social, c'est aussi celui-là. La politique du logement, par exemple, qui est extrêmement dispendieuse et qui pèse en grande partie sur les entreprises qui doivent la financer. On sait que ça se traduit par une augmentation générale des coûts. Pourquoi ? Parce que plus une économie est subventionnée, plus les acteurs en profitent pour se faire payer plus cher, puisque c'est de l'argent facile. On le voyait bien avec les abus qu'il y avait autour des aides au logement. Mais le problème, c'est que tout ça, ce sont des choix qui sont très forts, et qui suppose d'avoir une majorité au Parlement, qui suppose d'avoir une feuille de route donnée par les Français. Et ça, on l'a pas. Et là, je suis vraiment d'accord avec ce que disait Stéphanie Veller. À mon avis, la faute originelle, c'est d'avoir renoncé à la réforme des retraites. C'était la seule réforme réelle d'économie, en faisant travailler les gens davantage, faite par Emmanuel Macron. Et c'était une concession à la gauche pour s'assurer de la neutralité du Parti socialiste. À mon avis, c'était une capitulation, et le coût à payer, on l'a aujourd'hui. On va reparler des retraites dans cette émission un peu plus tard, puisque vous le savez, la grande idée qui émerge en ce moment, c'est de faire contribuer les retraités les plus aisés, en tout cas de désindexer leur pension. On va en reparler dans quelques instants. Avant de parler des retraites, qui sont toujours aussi centrales dans le débat, si François Langlais était sur ce plateau, il vous parlerait de ce concours Lépine des propositions qui émergent. Oui, le budget arrive à l'automne, en débat au Parlement, et nous sommes en campagne présidentielle. Alors c'est foisonnant. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'une des propositions de Bruno Le Maire qui est sortie cette semaine dans la presse. Il souhaite un dispositif, par exemple, je prends un exemple, un dispositif Notre-Dame pour pousser les plus aisés à contribuer. Bruno Le Maire souhaite que les personnes les plus aisées soient poussées à contribuer en les motivant par des fléchages. C'est-à-dire, en gros, on vous dit, vous donnez votre argent et vous saurez où il va. C'est une immense régression. Pourquoi ce serait une immense régression ? Toute l'histoire des finances publiques, c'est justement d'aller vers des budgets, de voter des budgets, et à partir de là, de les exécuter. Si on vient maintenant à chercher à intéresser chaque contribuable en lui agitant une marotte personnelle, c'est une immense régression. Enfin, c'est ce qu'on a fait quand même avec l'assurance vie. En fait, je pense que le diagnostic de départ est pas mauvais, puisque Bruno Le Maire dit il faut aller là où il y a de l'argent et il y a de l'épargne. En fait, en réalité, notre État est extrêmement pauvre. Pour autant, les Français ne le sont pas. Il suffit de regarder notre niveau d'épargne. Je rappelle que quand même, l'État français, qu'est-ce qu'il a fait à partir de 2020, au moment de la crise Covid ? Il s'est endetté, et à peu près de 1000 milliards depuis 2020. On a eu une progression de la dette de 1000 milliards, et on voit que l'épargne des Français a de même augmenté de 1000 milliards. En fait, la dépense publique aurait pu fonctionner si elle avait relancé la croissance et donc la consommation. Et on voit que qu'est-ce qui s'est passé ? Les Français ont récupéré cette manne publique et le laissent dormir aujourd'hui dans les comptes, sur leurs propres comptes bancaires. Et c'est véritablement là où, à mon sens, est la solution. C'est-à-dire que les Français doivent prendre conscience que le pouvoir décisionnaire aujourd'hui est entre leurs mains et non plus entre les mains de l'État. Et je pense que c'est à l'État de dire oui. Il y a effectivement ces liquidités qui dorment. Il faut absolument que ça retourne dans l'économie. C'est la seule urgence et d'ailleurs, c'est la seule solution. Alors, arrêtons-nous sur cet exemple concret encore une fois. Essayez de faire contribuer les plus aisés en leur disant vous contribuez directement à la rénovation des hôpitaux publics ou des universités. Ce sont les exemples que donne par exemple Bruno Le Maire. C'est quand même le signe patent d'un État qui ne fonctionne plus. Oui, il ne fonctionne le principe que rappelait M. Cohen à l'instant, c'est de dire l'État gère les impôts de tous les Français, le répartit selon les décisions du peuple par ses représentants. Absolument. Si vous dites maintenant l'impôt, il va être volontaire, une sorte de loto du patrimoine, où vous allez dire tiens, monsieur X, grand chef d'entreprise, va rénover 4 hôpitaux, il va en faire sa promotion. C'est d'abord très américain comme système. Les États-Unis sont beaucoup sur ce modèle dit de mécénat. Au fond, c'est cette idée-là, mais qui est quand même un dévoiement et le signe au fond qu'on cherche à contourner l'État parce que l'État n'est plus un bon redistributeur des impôts. Moi, j'entends ce que vous disiez aussi sur la consommation. Il y a 6600 milliards de... Excusez-moi, mais si d'un côté on fait contribuer les plus aisés, ce que demandent beaucoup, et même certains à droite,
de les motiver un peu plus et que par ailleurs ça permet d'entretenir les hôpitaux et les universités, certains vous regardent et se disent bon, ok, très bien, c'est plus la marche habituelle de l'État, mais si ça fonctionne, prenons les bonnes idées. On crée une grande fondation hospitalière qui puisse, comme la Fondation du patrimoine, aller recueillir de l'argent des particuliers, y compris des plus riches, qui, en échange d'un bonus fiscal, parce que là on recrée une niche fiscale aussi, en l'occurrence, sur ce sujet. Donc, les fondations existent déjà. Qu'on puisse le faire, mais c'est à quelle proportion, c'est à quelle hauteur, c'est ça le fond du sujet. Quant à la consommation, je voudrais juste dire un mot. Vous dites effectivement il y a 6 600 milliards effectivement il faudrait que les Français consomment, mais il faudrait qu'ils consomment des produits français. Alors ça, parce que si c'est pour consommer, si c'est pour consommer des voitures importées chinoises, ça ne réglera ni le problème de nos retraites, ni le problème de la sécurité sociale, ni celui de notre déficit. Je voudrais juste entendre aussi le fond du sujet, c'est faire consommer ce qu'on produirait nous-mêmes. Yves Gigot, je voudrais juste tendre l'oreille. Vous avez dit on réinvente le fil à couper le beurre. C'est ça, il y a déjà les fondations existent. Si vous voulez, si vous vous intéressez à la santé publique, si vous vous intéressez à la prise en charge des enfants handicapés, si vous vous intéressez, à part l'effort public budgétaire planifié, vous avez toute une série d'initiatives, de fondations. Auprès de chaque hôpital public, vous avez une fondation qui essaye d'améliorer l'ordinaire et vous pouvez faire des dons. Je veux dire, on n'a pas attendu, Monsieur le maire, pour faire des dons dans le cadre de fondations. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu cet engouement pour Notre-Dame, d'abord effectivement le fait que les Français ont été touchés parce que c'était une part d'eux-mêmes qui était blessée à travers cet incendie, c'est aussi parce que l'argent que vous donniez pour Notre-Dame, ça vous permettait de le mettre dans la case 7 UF de votre déclaration d'impôt et d'avoir 66% d'économie d'impôt, et donc ce qui permettait de financer ça. Les riches, on va dire, ceux à qui l'État prend la moitié de ce qu'ils gagnent, ça vient assez vite, dès que vous êtes un cas de moyen supérieur, si vous ajoutez les cotisations sociales et les impôts, l'État vous prend la moitié chaque mois. Ceux qui veulent, c'est que l'État leur prenne moins. C'est pas de dire on va le prendre pour quelque chose de mieux. Et si Monsieur le maire veut que les Français soient davantage heureux de payer leur impôt, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt, eh bien il n'a qu'à faire des propositions pour diminuer le nombre de ces agences qui sont toutes plus inutiles les unes que les autres, de montrer que la dépense publique fait des efforts. Là, l'idée c'est on touche à rien et on va inventer un truc nouveau. Comme d'habitude en France, on rajoute des couches supplémentaires, mais on ne veut pas réformer. Alors je voudrais vous soumettre une autre mesure qui émerge ces dernières heures. Vous l'avez suivi sur TF1, Raphaël Glucksmann a fait son entrée dans la campagne présidentielle. Il va bien se présenter à la primaire du PS et de Place Publique. Et il est venu avec quelques propositions dans sa besace, et notamment les super héritages dans le viseur. Regardez. Les 2/3 du patrimoine des Français sont constitués par leur héritage et 1/3 seulement par leur travail. On est en train de recréer une société de privilèges. Nous augmenterons la rémunération nette des travailleurs. Et comment nous financerons ça ? Comment nous financerons cette baisse des prélèvements sociaux sur les salaires des Français ? Eh bien, en taxant davantage les méga-héritages, les 1% les plus gros. 99% des héritages ne seront pas affectés. Les 1% les plus gros, ça nous permettra de récupérer 15 milliards d'euros. Donc on n'embêterait que 1%, 15 milliards à récupérer à la clé. Que pensez-vous de cette idée de réformer la réserve héréditaire afin de limiter la concentration des immenses patrimoines ? Non, mais il y a une immense contradiction dans ce qu'il vient de dire. Cette mesure géniale va rapporter 15 milliards et c'est avec les 15 milliards qu'il compte redistribuer davantage, augmenter les revenus, combler les déficits salariaux, faire en sorte que l'impôt pèse moins. C'est vraiment pas sérieux comme proposition. La question de l'égalité, le sens moral de la mesure d'égalité, vous en pensez quoi ? Non, mais on peut avoir des impôts plus progressifs, ça fait partie du débat normal sur la fiscalité, on peut vouloir une accélération dans les hautes tranches, tout est possible. Mais pensez qu'avec 15 milliards prélevés sur les grandes fortunes, on va pouvoir améliorer considérablement la redistribution et salariale et patrimoniale, c'est pas sérieux. Il vise peut-être d'ailleurs... Allez-y, Guillaume, pardonnez-moi. Je crois pas trop à cette
mesure. D'abord, je la comprends d'un point de vue moral. Les vrais libéraux, ils sont pour une taxation maximale de l'héritage, en disant il faut qu'il y ait une vraie égalité, c'est-à-dire que chacun parte avec les mêmes chances dans la vie. Sauf que je me suis aperçu en vieillissant que la psychologie des gens, c'est pas celle-là. La psychologie des gens, c'est qu'ils travaillent, y compris quand l'État leur prend la moitié de ce qu'ils gagnent. Pourquoi ? Pour transmettre à leurs enfants. Et surtout dans une circonstance qui est difficile. Alors certes, Glucksmann dira oui, mais ça ne touche qu'une minorité de Français. Ce serait 1% des méga. Mais le problème, c'est que ces minorités-là, ils ont les moyens de pouvoir contourner tout ça. Ils peuvent délocaliser leur holding. Ils ont une créativité fiscale et une mobilité qui est très forte. Donc vous allez taxer ça la première année, et puis ensuite ça rapportera de moins en moins, tout en décourageant les grands groupes familiaux français dont nous avons besoin. Donc, je trouve que c'est un peu trop facile de dire il n'y a qu'à faire payer les riches, parce que finalement, on en arrive toujours à la même conclusion. Ça me rappelle la taxe sur les yachts, vous savez, qui a été un des sujets. Alors, on a inventé cette taxe sur les yachts. Je crois qu'elle a rapporté rien du tout. Rien du tout. Mais vraiment rien du tout, parce qu'effectivement, ça vient d'être rappelé, les plus riches, ils ont les moyens de faire de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire, ils vont s'inscrire, payer leurs impôts ailleurs, changer... Les autres sont en Italie, vous êtes sur la côte d'Azur. Changer de patrie fiscale. Donc je pense que ce sont des mesures. Et puis, j'ajouterais que s'il parle des super riches, beaucoup de ce qu'on appelle les super riches, on pourrait parler Bernard Arnault et de beaucoup d'autres, c'est pour une grande part du patrimoine industriel qu'ils ont, du patrimoine économique. C'est pas que du patrimoine privé, c'est pas que des villas et des yachts. Donc ça repose la question du pacte Dutreil. C'est que si on ne facilite pas la transmission raisonnable en matière fiscale des entreprises, on va perdre des entreprises. Il y a des entrepreneurs, des enfants d'entrepreneurs qui vont être obligés de vendre pour juste payer la fiscalité, et on va perdre des entreprises. Donc, en l'espèce, il faut être prudent. Je ne dis pas qu'il faut rien faire. Mais certains vous diront, vouloir être prudent, on ne fait plus rien. Oui, parce qu'on ne parle pas des vrais sujets. Le vrai sujet, c'est pas d'augmenter les impôts, c'est d'augmenter le travail, la quantité de travail. C'est d'aller travailler plus longtemps, et c'est de travailler plus, et de revenir sur ces funestes 35 heures qui nous ont mis dans la panade depuis 40 ans. C'est ça qu'il faut avoir le courage de dire aux Français. Si vous travaillez 5 heures de plus par semaine, si vous travaillez jusqu'à 65 ans, comme c'était le cas jusque dans les années 80, eh bien, on va redresser le pays par le travail et pas par les impôts. Alors moi je ne crois pas du tout à la solution unique qui va résoudre le problème de la France, et après je pense qu'il faut quand même voir les chiffres tels qu'ils sont. On sait qu'il y a 9 000 milliards d'euros qui vont arriver en transmission de patrimoine, parce que les boomers vont à un moment décéder. Il y a une expression, non, pour cette grande vague d'héritage qui va arriver d'ici peu, non ? Il y a des mots qui sont posés là-dessus, des théories qui émergent. Allez-y. Alors, bon, et 9 000 milliards, c'est quand même une somme qui a été constituée par la génération, on va dire, des 30 glorieuses, qui ont connu un peu le win-win deal. En réalité, bon, tout n'était pas rose non plus pour eux, mais ils ont pu bénéficier de l'accès au logement avec une inflation très forte, ce qui leur permettait d'acheter facilement, et on a vu le prix de l'immobilier exploser, et aujourd'hui, en fait, ils sont à la tête d'un patrimoine qui est record. En réalité. Et on voit que les jeunes générations, ceux qui sont beaucoup plus jeunes, eux, ont véritablement du mal à accéder au logement. En fait, c'est même pas faire de la politique, c'est juste regarder les chiffres tels qu'ils sont en disant il y a quand même quelque chose, il y a un déséquilibre qui est en train de persister, et au détriment de nos enfants, il va falloir quand même faire quelque chose. Et leur dire la seule solution, c'est que vous allez travailler plus, parce qu'en réalité, les Français travaillent suffisamment. C'est qu'on n'est pas assez nombreux à travailler. C'est ça tout le problème. C'est pas les 35 heures qui vont... le passage aux 35 heures n'a pas détruit de l'emploi. Au contraire, je pense que ça a permis beaucoup de choses au niveau social, notamment aux femmes, de pouvoir concilier un peu vie privée et vie professionnelle, parce que lorsqu'on est passé de 39 à 35 heures, eh bien, les femmes pouvaient se permettre d'aller prendre une demi-journée pour accompagner leurs enfants chez le médecin, ce qui n'était pas possible auparavant. Il y avait toujours le choix. Ça ne veut pas dire que c'est encore possible. Tout est réglé par les 35 heures, mais ça a quand même permis une activité chez les femmes qui était plus importante. Vous voyez, rien n'est simple et rien n'est réglé du côté du budget. Alors, moi, je voudrais vous poser quand même une petite question de pédagogie, encore une fois.
Si on n'a pas de budget là, à l'automne, et plus qu'à l'automne, parce que Sébastien Lecornu dit on parlera tant qu'il faudra, donc on comprend que ça peut nous emmener au-delà du mois de décembre. Oui. Je résume pour nos téléspectateurs, on pourrait aller sur une loi spéciale et pas quelques semaines comme par le passé. La loi spéciale, elle pourrait nous emmener post-juin, post-présidentielle, parce qu'après en plus il y a les législatives, dissolution, etc. Quelles conséquences pour ceux qui nous regardent, pour les Français, si on part sans budget avec une loi spéciale ? On a déjà cette expérience. Vous avez les 12e, vous prenez l'ancien budget, vous le divisez par 12e et vous le reconduisez mois par mois et l'État continue à fonctionner et la machine continue à fonctionner. Donc alors, pour les Français, il y a des conséquences quand même. Comment ? Il y a des conséquences. Oui, par exemple, il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesures nouvelles. Et il n'y a pas d'indexation, ni des dépenses, ni des prélèvements. Et donc, effectivement, ça crée une certaine gêne. Mais je veux dire, c'est pas la paralysie de l'État et c'est pas la fin des haricots. L'État peut continuer à fonctionner. D'ailleurs, c'est arrivé déjà plusieurs fois. Donc, faut arrêter de jouer à se faire peur avec ce budget ? Non, moi, d'abord, il faut écouter ceux qui, notamment les inspecteurs des finances, disent qu'il y aurait des conséquences. Que ce soit pas la paralysie, je vous rejoins. L'État fonctionnerait, les fonctionnaires seraient payés, les services publics fonctionneraient. Mais ça veut dire que, par exemple, l'augmentation des budgets militaires qui sont indispensables, non seulement pour notre souveraineté, mais aussi pour faire tourner des usines qui attendent les commandes, les bons de commande pour créer, seraient gelés. Les dispositifs du type MaPrimeRénov', qui font quand même travailler beaucoup d'artisans, seraient gelés sur ces sujets. Il y a quand même toute une série de moyens. Imaginons, on ne peut pas imaginer que dans le budget, il n'y ait pas une aide renforcée aux agriculteurs. On vit une crise agricole terrible. On va avoir des agriculteurs sur le carreau en nombre considérable parce que mais la sécheresse... Il faut un budget, bien entendu. Laissez-moi, je vais essayer de répondre à la question d'Amélie sur les conséquences. Ça veut dire que si vous êtes en loi spéciale, il n'y a pas d'aide nouvelle pour les agriculteurs. Il n'y a pas d'aide au monde agricole. On a parlé des moyens de la sécurité civile qu'il faut renforcer en cas d'incendie. Ça veut dire que les moyens de la sécurité civile, ils seront les mêmes que l'année dernière. Donc il y a quand même toute une série de conséquences politiques et publiques qui ne sont pas minces. Et donc, au cœur de nos discussions, dans les esprits, il y a cette dette. Je voudrais qu'on regarde à nouveau ce fameux compteur que je vous ai montré en début d'émission. On a pris la parole à 16h45, il est 17h16. Vous voyez comme il défile là. Combien de dettes publiques en France potentiellement entre 16h45 en une demi-heure ? J'ai pas fait le calcul, mais ça s'emballe très vite et de plus en plus vite. Voilà. Et ça s'emballe, c'est surtout ça qui est inquiétant, c'est que la progression... 10 millions ? Ça fait beaucoup quand même. Faut-il arrêter de trembler et se dire qu'il suffit d'annuler une partie de la dette publique ? Voilà, c'est la grande question également qui se pose en ce moment. Il suffit de foutre les titres au feu, a dit Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise à l'élection présidentielle déclare dans une vidéo vouloir foutre au feu les 18% de dettes détenues par la Banque de France, manière pour lui de signifier que la France ne doit pas rembourser la totalité de son emprunt. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Où se trouvent les 18% de titres de dette, si vous voulez savoir où ils sont, dans les caisses de la Banque centrale de chaque pays. Donc, les 18% sont dans la Banque de France, donc il suffit d'y aller, de les prendre et les foutre au feu, et il n'y en a plus. Et personne ne s'apercevra jamais que ça a disparu. Bon, en tout cas, avec ces mots, il a mis le feu au débat, Jean-Luc Mélenchon. Nous en parlons avec Dominique Régnier. Bonjour Dominique Régnier, soyez le bienvenu, comme à chaque fois sur le plateau. Vous êtes politologue, vous êtes directeur général de la Fondapol. Bienvenue à vous, bonsoir Dominique. Bonsoir Amélika. Après la proposition de la France Insoumise ces dernières heures, c'était au tour de Mathieu Pigasse, le banquier d'affaires, de dire bien que tout ça est très juste et qu'on peut l'annuler la dette. Écoutez Mathieu Pigasse. La dette publique française, par exemple, qui est détenue par la Banque centrale, en l'occurrence la Banque de France ou la Banque centrale européenne, la BCE, peut être annulée, comme l'a dit Jean-Luc, sans aucun impact économique et sans aucun impact financier. Et donc, il y a à peu près 20% de la dette française qui est détenue par la BCE. Cette dette, à nouveau, je me répète, elle peut être annulée. Mais allons un cran au-delà, si tu veux bien. Quelle conclusion j'en tire ? J'en tire la conclusion qu'en fait, on a des marges de manœuvre très importantes. Tout le monde réagit et c'est pas terminé, mais est-ce seulement faisable ? Est-ce la crise financière assurée à la clé ? Avant de me tourner vers vous, Dominique Régnier, c'est Élie Cohen que j'emmène devant l'écran avec moi pour expliquer à nos téléspectateurs ce qu'il en est réellement. Je vous en prie, soyez le bienvenu devant cet écran qui vous attend. Élie Cohen, la première question que je vous pose, elle est toute simple. Est-ce qu'annuler la dette française est possible ? En fait, on ne parle là,
je précise, que de la dette détenue par la Banque de France, soit 18% du total de notre dette, environ 635 milliards d'euros sur 3500 milliards au total. C'est possible de l'annuler ? Dans l'histoire de France, il y a eu des moments où on a effacé la dette, il y a eu des banqueroutes publiques qui ont été organisées. Donc si M. Mélenchon veut nous inviter à organiser une grande banqueroute publique, mais qui, en plus, facteur aggravant, ne concernerait pas que la France, mais concernerait tous les pays européens, puisque nous faisons partie quand même d'une zone euro et que nous avons une banque centrale européenne, alors oui, pourquoi pas ? Enfin, c'est pas très sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire de rayer d'un trait de plume une dette qui a été contractée et qui a une contrepartie ? N'hésitez pas à vous rapprocher un peu de moi, vous me semblez si loin là tout à coup. Eli Cohen, nous techniquement, ce que l'on comprend, c'est que c'est possible. Techniquement parlant, encore une fois, mais avec des conséquences comme supprimer de la dette qui reviendrait à créer de la monnaie à partir de rien, aurait pour effet de créer une forte inflation, ruinerait aussi notre crédibilité. Vous êtes d'accord avec ça ? Quelles seraient les conséquences précises ? Quand bien même ce serait techniquement attendez, jouable. la première chose, si une autorité légitime, centrale, souveraine, décide de rayer d'un trait de plume la dette, eh bien, le crédit de cette autorité centrale sur les marchés pour lever de la dette, on a vu que tout à l'heure, en parlant du budget de la France, qu'on était systématiquement en déficit, qu'on avait besoin de recourir à la dette en permanence. Quel crédit aurait l'emprunteur public si, du jour au lendemain, il décidait de supprimer comme ça une partie de la dette ? C'est pas sérieux. Donc, inflation à la clé pour les Français ? Inflation, hausse des taux d'intérêt et surtout perte de crédibilité et impossibilité de se refinancer. Or, comme vous le savez, nous passons notre temps à nous endetter pour rembourser une partie de la dette passée. La dette, comme on dit, elle roule en permanence et elle s'accroît en roulant. C'est ça la vérité. La vérité, on a dit qu'on a fait pratiquement 1000 milliards de dettes supplémentaires dans la période récente. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous continuer à fonctionner comme nous fonctionnons si, d'un coup de baguette magique, vous éliminez vos engagements passés et vous ruinez ceux qui vous ont fait confiance ? Merci beaucoup, Eli Cohen. Je me tourne donc vers vous, Dominique Régnier. On l'annule, cette partie de la dette, les 18% brûlés, on y met le feu à ces titres Je note, c'est une remarque ironique, mais je note que Mathieu Pigasse, qui a eu en charge la gestion de la dette grecque et vénézuélienne, n'a pas préconisé l'annulation de la dette pour ces deux pays. Il leur a bel et bien demandé de rembourser ce qu'ils avaient emprunté et avec les intérêts. Ce qu'a dit Eli Cohen est à mon avis l'argument puissant, c'est-à-dire que ça n'est pas le fait d'annuler la dette qui fait disparaître nos déficits. Et donc l'année suivante, nous avons les mêmes déficits, donc nous avons besoin d'emprunter pour combler le niveau qui manque pour que les dépenses soient à la hauteur des ressources. Ça veut dire que si nous n'avons pas des réformes fondamentales, ça recommence aussitôt. Lui, il vous dirait certainement, mais en même temps, on a besoin de ça pour redonner de l'air au pays. C'est pas du temps perdu, c'est pas gâché, c'est pour aider les Français, etc., à redonner de l'air. C'est comme vous le savez, là aussi, Eli Cohen le dit à l'instant, mais nous avons des emprunts qui arrivent à terme, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut les rembourser. Nous les avons empruntés, je simplifie beaucoup, entre 0 et 1%. Et là, maintenant, si on veut emprunter pour les rembourser, c'est entre 4 et 4,10%. Donc même, ça c'est dramatique, parce que même si nous nous mettions d'accord, je fais référence à la partie précédente de votre discussion, Amélie Carrère, avec vos invités, même si nous étions d'accord pour faire quelques économies ou pour lever quelques milliards par-ci par-là, ils seraient dévorés avant même qu'on ait pu les encaisser, si je puis dire, par le coût qui augmente, le coût de la dette, de l'intérêt, puisque d'après d'après la Cour des comptes, en 2029, nous aurons 100 milliards d'intérêts de dette, simplement d'intérêts. Et donc, je ne sais pas si les Français se rendent compte, et je ne leur ferai pas le reproche de ne pas bien le voir, parce que c'est pas sûr qu'on le leur explique assez, mais la vitesse à laquelle augmente ce que nous coûte la dette, sans même parler du remboursement de la dette, est si grande, cette vitesse, que même de très grands efforts d'économie ne nous empêcheront pas, à mon avis, c'est en réalité
perdus, moi je suis très pessimiste sur tout ça, nous empêcheront pas d'avoir à supporter des dizaines de milliards de dépenses en plus pour rien du tout, pas pour notre intérêt, pas pour redistribuer, pas pour investir, pour rémunérer ceux qui veulent bien nous prêter, compte tenu du fait que nous sommes un risque. Et il est certain que les propos comme ceux de M. Mélenchon et de tous les politiques qui manquent de raison sur des sujets pareils ne rassurent pas les prêteurs. Jean-Luc Mélenchon, il est revenu sur tout cela. Alors, vous allez voir, on est passé de foutre au feu au congélateur. On passe du chaud au froid, mais dans le fond, c'est la même histoire. Il nous dit que ça a déjà été fait par le passé. Je lui laisse ses arguments et vous me direz en quoi il a raison ou tort. D'ailleurs, regardez. La Banque Centrale Européenne peut et doit mettre au congélateur les dettes des États en commençant par celle de la période Covid. Elle l'a déjà fait dans le passé. 4 pays d'Europe le demandent aussi, et c'est ce que vient de faire. Tenez-en compte et marquez-le dans vos carnets, petits pédants qui venaient me faire la leçon à propos de la congélation de la dette publique. C'est ce que viennent de faire les États-Unis d'Amérique avant-hier pour des milliards et des milliards. Alors, d'habitude, vous imitez, pourquoi vous ne feriez pas mieux pour une fois ? Alors, de quel pays il parle ? Est-ce qu'en effet, ça a déjà été fait ? Si oui, dans quelles conditions ? Avec quelles conséquences ? Mais ça peut être fait lorsque on est un pays indépendant avec sa propre banque centrale, type les États-Unis. En fait, la Federal Reserve gère sa monnaie, le dollar, et une économie américaine. Nous, en fait, on s'est délesté du pouvoir monétaire au sein de la zone euro. Et aujourd'hui, en fait, les décisions sont collégiales. Elles se prennent à 21 pays, puisque nous sommes 21 pays à être dans la zone euro. Et donc certains vous regardent certainement en se disant reprenons le pouvoir alors sur notre dette et sur nos décisions. Ah oui, alors il faudrait sortir de l'euro et reprendre le franc. À ce moment-là, qui a envie de reprendre le franc ? Et ça serait, de toute manière, dans les traités, on s'est engagé à rester dans la zone euro. On peut partir de l'Union européenne, le Royaume-Uni a pu partir, mais on ne peut pas partir de la zone euro à partir du moment où on est engagé. Donc en fait, c'est complètement illusoire de croire que la BCE, avec des décisions collégiales à hauteur de 21 pays, vont dire écoutez, oui, pourquoi pas, on va geler la dette française, parce que ils ont eu énormément de dépenses publiques, c'est essentiellement la dette est créée par le poids des retraites et le poids de la santé. On va faire ça. Et puis, les autres pays qui, eux, ont pris des mesures de rigueur. Je vous rappelle que à partir de 2012, il y a quand même certains pays qui ont souffert, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui ont dû prendre des mesures très dures, très drastiques en matière de rigueur budgétaire. Pensez-vous 5 minutes qu'ils vont être d'accord sur cette option de dire, oui, la France, elle peut faire geler sa dette. Le succès politico-médiatique de cette proposition, il est très révélateur de l'état d'esprit français. C'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'on se dit il y a sûrement une solution pour pouvoir continuer à vivre comme ça. Donc, et même parfois, les présidents de droite, Nicolas Sarkozy, disaient on va défiscaliser supplémentaire, on va travailler plus, et vous allez voir, ça va faire repartir la machine. Et on ne baissait pas la dépense publique pour autant. Emmanuel Macron disait on va faire la retraite à points, ça va être extraordinaire. Grâce à ça, on va régler le problème des retraites. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Et quand on est arrivé au bout du bout, on a dit va falloir travailler plus longtemps, jusqu'à ce que le Cornu renonce à ça. On est entré dans l'euro. Ça nous a permis d'avoir open bar pendant 20 ans, parce qu'il y avait des pays plus raisonnables que nous, comme l'Allemagne, qui étaient un peu notre caution. C'est un peu comme les parents qui se portent caution du loyer de leur enfant. Ça nous a permis d'emprunter à des taux intéressants, parce qu'il y avait des gens plus sérieux que nous, qui étaient solidaires. Si on commence à dire maintenant on va faire à nouveau ce qu'on veut, évidemment ces gens-là ne l'accepteront pas. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que ça introduit l'idée chez les Français que finalement, encore une minute, monsieur le bourreau, on va bien trouver une solution. Il y a bien un moyen de continuer comme ça. On va augmenter un petit peu les impôts des riches. On va demander à Bruxelles, ou en l'occurrence à Francfort, puisque c'est la Banque centrale, d'être accommodante, et ça nous exemptera des réformes. Encore une fois, je voudrais qu'on explique à nos téléspectateurs quelles seraient les conséquences si la dette continue de filer comme elle file, comme je vous l'ai montré à 2 reprises avec le compteur en temps réel de la dette. Comprenons bien. À lire dans le Figaro un rapport de 4 économistes qui a
qui ont rendu récemment un rapport auprès de Bercy qui anticipe plutôt une charge de la dette à 78 milliards dès 2026, une forte progression dans les années à venir. Et selon ces experts, si tout reste comme ça, à politique inchangée, on pourrait atteindre les 124 milliards d'euros. Je vous parle de la charge de la dette et il est là le graphique pour vous l'expliquer. Là encore, en sortant de la polémique, des discussions politiques, je voudrais juste qu'on explique à nos téléspectateurs quelle est la conséquence réelle pour la France et les Français si ça continue comme ça. Il y a une conséquence qui, évidemment, plus c'est cher, moins nous pouvons emprunter. C'est une conséquence que l'on commence à ressentir, c'est-à-dire que lorsque l'on veut emprunter des sommes sur les marchés, ou à ceux qui nous prêtent, c'est ça que ça veut dire, désormais, on fixe des taux plus élevés pour la France que pour les autres pays. La France est le pays qui a besoin de payer les taux les plus élevés, le prix le plus élevé. 4% à 10 ans encore jeudi dernier. Exactement. Je dirais même, je ne suis pas un expert, et ça fait expert de le dire, mais je dirais même que c'est 4,13. Donc c'est quand même des choses qui sont... c'est ce qui fait qu'on est devant l'Italie, par exemple, et pas au même niveau. Mais ça veut dire aussi qu'on commence à dire on ne vous prêtera pas autant que vous l'avez demandé. Parce qu'on ne croit pas qu'en l'état actuel des choses, vous puissiez y faire face. C'est-à-dire que nous allons quand même arriver à un moment, et ça c'est une espèce de loi de la nature, si je puis dire, où à force de défiance et de voir que rien n'est modifié, qui produit le résultat qui nous amène à emprunter sans cesse davantage, eh bien il y aura une sorte de, sinon d'assèchement, de réduction des ressources que nous allons trouver par l'emprunt, faute de les créer par la richesse, le travail et l'investissement. Et donc, on va devoir couper de façon absolument problématique, brutale, dans des dépenses qui sont des dépenses sociales, des dépenses d'État, des dépenses de fonctionnement auxquelles on ne sait même pas aujourd'hui à quel point nous sommes exposés. Et là, c'est la rupture du contrat politique. Moi, je redoute beaucoup ce moment où les Français vont s'apercevoir, parce qu'ils ont ce doute que quelque chose de très menaçant les guette. Ils en parlent dans vos études, dans les sondages, de plus en plus. Ils en parlent. Par exemple, la question de la dette les préoccupe depuis longtemps, on ne peut-être pas assez souligné, depuis longtemps. Évidemment, ils cherchent tous, et comment ne pas les comprendre, à se sauver eux-mêmes, y compris par des stratégies d'épargne sans destination particulière, mais mettre de l'argent de côté, cette vieille pratique prudente, raisonnable, et ils ne comprennent pas que l'État ne partage pas cette morale et cet usage de l'argent gagné, sauver, mettre de l'argent de côté, mais ils ne comprennent pas comment il est possible de ne pas avoir une crise. C'est d'ailleurs une source de la défiance profonde, à mon avis, historiquement jamais atteinte, en l'état actuel des choses, des Français à l'égard de la classe politique. Je les considère aujourd'hui comme se regardant, les Français, comme étant orphelins d'une classe politique capable de gouverner le pays. Il n'y a pas une seule personnalité, il n'y a pas un seul parti, il n'y a pas une seule idée de coalition qui, à leurs yeux, leur apparaissent comme une solution, non pas merveilleuse, mais raisonnable et possible. C'est fascinant de voir cela, c'est bien sûr très inquiétant, c'est fascinant, d'où le fait qu'aujourd'hui, finalement, pour les Français, eh bien, ils sont abandonnés à leur sort. Personne ne peut vraiment les aider. Et il est possible d'avoir d'ailleurs, de tenir des propos aussi radicaux que M. Mélenchon. Il arrive à d'autres formations, Marine Le Pen, d'autres partis, de dire ce genre de choses. Et c'est assez commun, en fait, en France, dans le débat public. Et finalement, nous sommes collectivement plutôt assez tolérant avec ce genre de propos, comme si une espèce de nouvelle norme devenait audible. C'était un peu avant la taxe Zuckman. Aujourd'hui, on oublie la dette, on peut augmenter les impôts. Vous en avez parlé, bien sûr, je n'y reviens pas. Mais c'est quand même cette musique qui consiste à dire notre manière de vivre va se perpétuer parce que, et je termine là-dessus, Amélie, nous avons cette élection présidentielle, à mon avis c'est un poison, mais c'est pas le sujet, qui donne à penser qu'à la fin, si le peuple le veut, parce qu'il est souverain et que c'est dans sa majesté électorale qu'il se décidera,
nul ne pourra lui dire non. Et c'est un peu aussi l'arrière-fond de candidats, notamment comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, de dire à la fin, si le peuple le veut, il faudra bien le faire, sinon à ce moment-là, nous serons c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé aux États-Unis sur l'élection et la réélection de Trump, sur ce phénomène que vous évoquez. On semble oublier un élément sur l'économie. Vous parliez des conséquences, c'est que l'économie est fondée sur la confiance. Et que si à un moment on fait défaut, soit parce qu'on a mis au congélateur une partie de la dette, soit parce qu'on rembourse plus, soit parce qu'on ne fait pas les efforts, eh bien ceux qui nous prêtent, ceux dont nous sommes dépendants, quand vous êtes endetté, vous êtes dépendant de votre banquier, s'il accepte de vous prêter toujours ou s'il refuse de vous prêter, n'auront plus confiance, ou vous prêteront à des taux tels, ou vous prêteront beaucoup moins que nous serons dans une situation de crise. Et effectivement, il me semble que les Français le pressentent, vous avez raison, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui sont peut-être prêts à tous les excès de ce côté-là, mais que nous sommes au pied d'un mur. Et François Bayrou a eu raison d'ailleurs de le dire, même si ça lui a foutu sans doute son poste de Premier ministre. Nous sommes au pied d'un mur et il n'y aura pas d'alternative que d'aller dans le mur. On est la Grèce demain ? Justement, ce que je voulais dire, ce qu'on évoque, ce ne sont pas des cas théoriques. On a vu ce qui s'est passé en Grèce, on a vu ce qui s'est passé en Espagne, on a vu ce qui s'est passé au Portugal. Ce qui s'est passé dans ces pays-là, c'est du pouvoir d'achat qui non seulement n'a pas été maintenu, mais qui a baissé de 10%. Ce sont des dépenses de santé qui ont baissé. C'est une couverture sociale qui a baissé. Donc, si vous voulez, la crise, quand elle s'empare d'un pays parce qu'il est menacé d'insolvabilité, ça se traduit par des pertes très significatives dans le niveau de vie des gens au jour le jour. Allez-y, Guillaume. C'est vrai, mais après, ça peut repartir. Regardez quel est le pays d'Europe aujourd'hui, à ma connaissance, qui a le plus beau taux de croissance, c'est l'Espagne. Donc peut-être qu'avant que nos téléspectateurs ne vident définitivement leur stock d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs, on peut dire que on peut y arriver. C'est-à-dire que la dette française en pourcentage du PIB, c'est 118%. Bon, la moyenne de l'Europe, c'est 82%. Oui, c'est ça. Ça veut dire que le côté négatif, le côté sombre, le côté noir, c'est de dire on a quasiment un quart de poids de la dette en plus par rapport aux autres. Mais le côté positif, c'est que les autres y arrivent. Or, ils se sont parmi. Il faut accepter les solutions aussi. Par exemple, pour l'Espagne, on parle parfois même du miracle espagnol. On met souvent en avant l'argument de l'immigration économique qui a permis à l'économie de repartir. Est-ce que tout le monde autour de cette table serait prêt à accepter ces solutions ? Mais au départ, c'est pas ça les mesures qui ont été prises. Oui. Les mesures qui ont été prises, ce sont les mesures d'austérité dont parlait Elie Cohen à l'instant. Oui, c'est-à-dire, on a baissé les retraites. Mais après sur le redémarrage derrière. Oui, mais le redémarrage, c'est après. Je veux dire, quand on commence à avoir un besoin massif de main d'œuvre tellement l'économie repart, ça, je veux dire, c'est un souci de riche. Mais avant ça, il faut passer par la case économie. Le problème, c'est que pour passer par la case purge, pour dire les choses un peu brutalement, il faut une majorité, et c'est pas avec un programme comme celui-là qu'on gagne une élection présidentielle. À mon avis, la quadrature du cercle, elle est là. Guillaume a raison, on peut s'en sortir. Moi, je suis plutôt optimiste. Simplement, c'est le sacrifice d'une génération. Regardez, la Grèce, c'est 20 ans. C'est une génération qui a payé la facture de la crise. Et je pense que la Grèce est repartie et repartira. L'Espagne, on peut citer le Portugal sur ce sujet. Mais c'est une génération qu'il va falloir sacrifier. On la sacrifie, cette génération ? Il faut sacrifier une génération. Je vais aussi dans les propos un peu brutaux pour... Dans le système politique français, ça ne peut pas être proposé, parce que ça ne serait pas accepté. Et donc ça ne peut être engagé qu'après l'avoir dissimulé, ce qui n'est pas simple à faire. Je voudrais ajouter un commentaire politique sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur la dette. On peut en parler sur le plan économique. Je pense qu'il y a un consensus sur le fait que c'est absolument pas raisonnable et pas possible. Ça, il me semble qu'on peut le dire sans donner le sentiment qu'on ferme le débat. D'ailleurs, ça continuera, le débat, mais il sera difficile de montrer qu'il est possible de ne pas rembourser une dette que l'on a contractée, en particulier, comme il a été dit, si nous avons besoin de recommencer. Il y a un deuxième aspect qui est politique. Jean-Luc Mélenchon et beaucoup de candidats, là on parle de lui, mais je dirais que, encore une fois, c'est la même chose pour Marine Le Pen, mais pour beaucoup de candidats, ne peuvent pas espérer jouer un rôle éminent dans l'élection présidentielle s'ils n'écartent pas, par un tour de passe-passe, la question des finances publiques. S'ils prennent le sujet au sérieux,
et qu'il participe à une espèce de description du problème tel que nous le connaissons très bien les uns les autres, hein, y compris tous ceux qui nous écoutent. On sait bien, tout ça, on en a parlé beaucoup. À ce moment-là, ils sont obligés d'avoir un programme qui n'a plus rien à voir. Il faut assumer la douleur qui va avec. Et puis, il faut assumer des mesures impopulaires. Et on ne fera pas... C'est un mensonge ou une comédie de dire que les plus riches s'en chargeront et comme ce sont les plus riches, ils seront encore riches et tout le monde sera content. Ça ne marchera pas, ça, puisque nous avons des dizaines et des dizaines de milliards déficitaires chaque année. Donc il faut vraiment, pour eux, écarter. C'est vrai pour Jean-Luc Mélenchon, il ne peut pas tenir son discours s'il n'écarte pas la question de la dette comme il le fait aujourd'hui. Et le fait de dire... on la brûlera ou on la mettra au congélateur, avec ce ton qu'il avait, parlant des pédants, etc., qui lui est familier, ça veut dire aussi, je profite de l'occasion, pour mettre en scène une sorte de... ou entretenir une sorte de détestation de ceux qui sont riches, de ceux qui prêtent de l'argent, et donc ça participe aussi de sa rhétorique quand même. Alors comme vous revenez à la question des plus aisés, je voudrais qu'on s'arrête à la question des retraités aisés, puisque dans le débat émerge l'une des mesures les plus sérieuses, ce serait la désindexation partielle des pensions des retraités aisés par rapport à l'inflation. Ça vient pas de nulle part, hein. C'est le ministre de l'économie qui lui-même, il y a quelques jours encore, l'a dit. La question mérite d'être posée et ce matin, eh bien, c'était confirmé par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, sur ce plateau. Regardez. C'est un débat qui aura lieu parce que je crois qu'on est à un moment où on ne peut pas demander aux actifs, à ceux qui travaillent, aux salariés, de contribuer seuls à l'effort national. On est dans un moment où tout le monde fait des efforts, et depuis plusieurs années maintenant. Et donc on ne pourrait pas comprendre qu'une partie de la population soit complètement exonérée de ces efforts. Stéphanie, pour bien comprendre, point de départ, qui est un retraité aisé aujourd'hui en France ? À quel moment on est un retraité aisé aujourd'hui en France ? Mais ça, oui, voilà, c'est un choix à déterminer, mais il faut voir la philosophie. Sur les 2-3 dernières années, les retraites ont été indexées, la totalité des retraites, c'est-à-dire les bas niveaux de retraite, mais aussi les retraités les plus aisés, et ça a coûté au bas mot bien 15 à 20 milliards par an sur les 3 dernières années sur les budgets. Lorsqu'on doit faire des économies, en réalité, on se dit pourquoi indexer les rémunérations les plus élevées, ça nous coûte peut-être trop cher. C'est peut-être une question à se poser. D'autant que je rappelle que dans la vie active, ceux qui travaillent, l'indexation des salaires est uniquement automatique pour le SMIC, c'est-à-dire la rémunération la plus faible. Alors on demande aux actifs de payer l'indexation, de maintenir le niveau de vie des retraités, pauvres, mais aussi riches. Mais d'un autre côté, eux n'ont pas cette indexation-là. Vous dites qu'il faut y aller. Bien sûr. Que c'est une bonne idée. Alors après, on dit oui, mais en fait, si on touche les plus riches, ça va faire qu'une économie de 2 milliards. Ce que moi, je veux vous dire, c'est que compte tenu du coût sur ces 3 dernières années et compte tenu du niveau d'épargne, là encore, je reviens à l'épargne, c'est bel et bien parce que l'État à revaloriser les retraites et que les retraités, par manque de confiance, de crainte et aussi par peu d'appétit à la consommation, ont mis de côté. En réalité, ça n'a même pas fonctionné. Si l'indexation des retraites avait permis de relancer la consommation et la croissance, ça serait vu dans les chiffres. Alors Elie Cohen, le chiffre, encore une fois, il ne fait qu'émerger, on sait qu'on est au début des discussions, c'est 2 000 € pour estimer un retraité aisé et donc passer la barrière de ceux qui seraient touchés par cette désindexation. Ça vous semble juste sur le fond et sur la forme ? Imaginons qu'on parte donc de ces 2 000 € et qu'on cesse d'indexer à partir de 2 000 €. C'est pas qu'on va cesser d'indexer, on va indexer partiellement. Donc, si vous avez une inflation de 2%, on n'indexera que de 1%. L'enjeu financier, il est assez dérisoire, là, franchement. Par le passé, il l'a pas été. Non, c'est ça. parce que c'était l'indexation intégrale. Oui, mais donc... là, on est en train de parler de choses qui consistent finalement à geler les retraites qui sont au-dessus, disons, de 2 000, 3 000 €. Mais c'est pas à la hauteur des problèmes qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est ça que je veux dire. C'est la notion d'effort et de prendre en considération les actifs. Alors, d'accord. Alors, je suis sensible, par contre, à l'argument que vous avanciez tout à l'heure, qui consiste à dire, mais les actifs n'ont pas leurs salaires qui sont indexés. Donc, pourquoi faudrait-il indexer toutes les retraites ? Qu'il y ait des effets de plafond et qu'on essaye de tenir compte d'une certaine logique dans la justice distributive entre actifs et non-actifs, d'accord. Mais
Mais fixer spécifiquement la question des retraites, à mon avis, ne règle pas véritablement le problème. Selon ce que je disais, c'est que selon l'économiste Mathieu Plane, le gel pourrait représenter environ 400 à 500 euros par an pour les retraités les plus aisés. Oui, pour les retraités aisés, c'est une perte de 400 à 450 euros. Mais en termes d'enjeu financier global, par rapport aux équilibres financiers dont on débat depuis le début de cette émission, encore une fois, ça ne va pas changer. Et donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle politique, parce que c'est explosif, on le savait déjà, mais ça se confirme. On voit, même dans le camp gouvernemental, les voix qui s'élèvent en disant « Mais attendez, à 2 000 euros de retraite, on n'est pas dans les plus aisés. Pourquoi nous toucher ?» Ça peut passer, ce serait justifié, ça en vaudrait la peine. Alors, je fais une réponse théorique générale, Amélie Carrère, je suis désolé, parce que... Non, mais ne soyez pas. Je pense que ce sont des mesures qui ne peuvent pas exister seules. Il faut qu'il y ait une combinaison de mesures qui donne le sentiment, alors le « il faut que » est facile à dire, et qui donne le sentiment aux Français que divers aspects de leur vie ou de ce qui est pour eux important sont considérés. Et par exemple, il faut une transaction, un échange entre les efforts que fait l'État, et il doit le démontrer, tout à l'heure Guillaume Roquette le disait tout à l'heure, et les efforts qu'on demande aux Français. Ensuite, il faut qu'il y ait l'idée d'une justice. Ça a été dit à l'instant. Moi, il me semble impossible de ne pas décider d'impacter toutes les retraites d'une manière ou d'une autre, avec des niveaux différents, mais de ne pas envoyer ce signal fort. Mais en contrepartie, il faut que d'autres économies soient réalisées par l'État et qui ont des... les Français ont avec... C'est très connu cela aussi, malheureusement, les Français ont avec l'État et les services publics un sentiment de dégradation. Vous l'avez évoqué dans vos différentes émissions, Amélie Carrère, le sentiment que ça marche de moins en moins bien, que nous sommes de moins en moins prêts à affronter des crises de plus en plus nombreuses. Et donc, où est passé l'argent ? Ça, les gens se posent la question sans arrêt. Et donc, il faut leur apporter la preuve en tant qu'État, dans un programme détaillé, qu'il y aura une série de mesures qui, à la fin, produiront des résultats significatifs pour ne pas rester dans la mesure symbolique. Quelques milliards, c'est beaucoup pour nous individuellement, mais c'est rien pour un État comme la France, et avec un sentiment général de bonne décision, de justice et de préservation de l'appareil productif. Il faut créer de la richesse. Alors, surtout dans un contexte, et ça, on va vous le montrer dans quelques instants, où on apprend que les Français sont de moins en moins riches, chiffres à l'appui, mais je voudrais qu'on les écoute, ces Français, notamment ces retraités. Malsain de s'en prendre aux retraités. Voilà ce qu'on entend quand on tend le micro. Regardez. Il y a certainement d'autres endroits, d'autres gens qui peuvent faire des sacrifices plus facilement que moi. Moi, je suis retraitée. Je ne vois pas pourquoi je ferais des sacrifices. Vous êtes prête à faire l'effort ? Non. Et si je peux passer au travers, j'aime autant. Et c'est un petit peu malsain pour les retraites. On va chez les gens qui sont plus dociles, plus âgés, qui vont moins descendre dans la rue. Alors voilà, on commence par leur prendre un peu ci, un peu ça. Malsain de s'en prendre aux retraités ? C'est économiquement peu rentable, vous l'avez dit, et c'est politiquement suicidaire. Donc je pense que c'est une mesure, c'est une quadrature du cercle qu'on n'arrivera pas à résoudre, parce que les retraités, ils payent aussi l'essence plus chère, le gaz plus cher, demain l'alimentation plus chère. On oublie ce que la crise des canicules va apporter dans notre portefeuille. Ça va être aussi considérable. Moi, je pense que c'est une mesure qui n'est pas tenable. Allez-y, Guillaume. D'abord, un petit point technique. L'indexation, elle n'est pas totale aujourd'hui. L'indexation, elle est automatique, effectivement, pour le régime de base, alors que pour les salaires, si vous n'êtes pas smicard, c'est pas le cas. En revanche, pour la retraite complémentaire, la GIRC-ARCO pour le privé, là, pour le coup, on indexe sur l'inflation que dans la mesure où il y a suffisamment d'argent dans les caisses. Et le truc est très bien géré. C'est un modèle qui pourrait être pris en exemple par l'État. Et quand il n'y a pas assez de sous, parce qu'il y a trop de pensions à verser, eh ben, on n'indexe pas totalement. Après, effectivement, sur le fond, moi je pense qu'on pourra difficilement éviter ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un déséquilibre entre générations qui est un vrai problème pour la solidarité nationale. Mais là, je suis d'accord avec Dominique Régnier, ça doit être du donnant-donnant. C'est-à-dire, moi, on dit à Monsieur Le Cornu, OK, tu nous rognes ça sur les retraites, mais toi, tu fais quoi comme économie ? Et pour l'instant, on les voit pas. On y revient toujours à ce sujet, Guillaume Roquette. Alors, dans la série des bonnes nouvelles de la rentrée, donc bien sûr, vous ressentirez l'ironie dans mon propos, et donc désolé, je vais entretenir la légende selon laquelle je ne suis pas bonne pour le moral parfois. Les Français sont de moins en moins riches. De quoi parle-t-on ? Qui sont ces Français qui sont les plus touchés par cet appauvrissement ? Quelles sont les raisons de ce déclassement ? Stéphanie Villers, vous m'accompagnez au tableau, comme on dirait à l'école. Stéphanie Villers, pour se rendre compte de cet appauvrissement des Français, il y a un indicateur qui est particulièrement parlant,
c'est le PIB, toujours le fameux PIB, donc la richesse produite par habitant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors on divise l'ensemble de la richesse créée en une année par le nombre d'habitants et on voit que avant 2021, eh bien, la France avait un PIB par habitant supérieur à ceux de la moyenne de l'Union européenne. Et voilà, à partir de 2021, la sentence est tombée. Finalement, les Français deviennent moins riches par rapport à l'ensemble des autres pays européens. Alors, pour autant, en fait, c'est pas tant qu'on s'appauvrit, c'est-à-dire qu'on devient moins riche que les autres. C'est-à-dire que les autres pays qui ont adhéré à l'Union européenne ont fait cette politique de rattrapage économique. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Eux ont vu leur richesse progresser beaucoup plus vite. Et ce qu'il faut voir, c'est que notre problème essentiel, et là je reviens sur votre point, c'est que en France, on ne travaille pas assez pour produire. Et ce qu'il faudrait pour augmenter réellement notre PIB par habitant, c'est qu'on soit plus nombreux à travailler pour générer plus de richesses. C'est ce qui explique en grande partie ce décrochage. Oui, si on doit résumer notre situation et trouver la raison pour laquelle on est en train de décrocher, c'est bel et bien que les seniors restent pas suffisamment en emploi assez longtemps en France et que les jeunes ont du mal à rentrer sur le marché de l'emploi si on nous compare par rapport aux autres pays qui, eux, n'ont pas ce problème. On voit aussi dans les autres pays que souvent ils ont réformé, ce que nous n'avons pas suffisamment fait, si je vous suis tous. Et puis l'augmentation du taux d'emprunt à 10 ans aussi, on y revient toujours à ce point-là. Voilà, là c'est la sanction, nos emprunteurs nous disent que notre économie n'est pas assez dynamique, que la qualité de la dette française est en train de se dégrader, ce qui explique que nos taux d'intérêt sont en train de progresser de manière dangereuse. Parfait, merci beaucoup Stéphanie Villers. Elie Cohen, comment on fait pour revenir à un niveau de vie un peu meilleur pour la France, en tout cas vis-à-vis et par rapport aux voisins européens ? Je crois que c'est un signal d'alarme intéressant parce que longtemps les Français avaient l'impression qu'ils étaient au-dessus du panier, qu'ils étaient les leaders, que c'est eux qui montraient la voie de l'intégration. Et là, ce qu'on découvre, c'est que notre modèle économique, finalement, n'est pas si efficient que ça. Donc c'est le moment, effectivement, de rebattre les cartes et de voir quelles sont les réformes structurelles nécessaires pour stimuler l'appareil productif, pour stimuler la création de richesses et donc pour contribuer à l'enrichissement collectif. Mais aujourd'hui, peut-on dire de la France qu'elle est déclassée ? Non, ça c'est des effets de moyenne. On était légèrement au-dessus de la moyenne, on descend légèrement en dessous de la moyenne. Bon, il n'y a pas le feu au lac, mais c'est un signal intéressant quand même. Les Français cessent d'être leaders en Europe. Mais comment on inverse la tendance, encore une fois ? Je cherche la lumière. On commence par des mauvaises nouvelles. C'est ça le paradoxe. C'est un petit peu comme le malade qu'il faut purger pour qu'il aille mieux ensuite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle, on le sait. On ne peut plus augmenter la dépense publique dans une logique keynésienne de relance par la consommation, parce qu'on n'a plus de réserve. On l'a dit longuement dans cette émission, le niveau de dette est trop élevé. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir une économie qui se remette à produire davantage. Et pour ça, il faut moins de contraintes, il faut plus de temps de travail, il faut travailler plus longtemps avant de prendre sa retraite. Il faut aussi que l'État se mette au régime. Il faut qu'on ait un système social qui soit moins généreux. En fait, il faut retrouver du muscle. Et pour ça passe par une forme de diète. La France, c'est comme un individu trop gros qui n'arrive pas à courir à la même vitesse que les autres. Donc, il y a pas de bonne solution. Et tout le problème, c'est que, il y a des bonnes solutions, mais elles sont forcément douloureuses. La solution à l'heure, elle n'existe pas. Et c'est pour ça que les responsables politiques ont tant de mal à faire de vraies propositions, alors que sur le fond, ils sont d'accord sur ce qu'il faudrait faire dans une campagne présidentielle, parce que vous gagnez pas une élection en disant je vous mets aux carottes et à l'eau minérale, c'est pas très excitant. Non, mais certains disent on les met pas aux carottes et à l'eau minérale, les Français, et on va chercher l'argent où il est. Écoutez, on en revient aux plus riches. Oui, mais dans ces cas-là, je pense qu'il faut choisir. Nous avons voulu avoir le meilleur des deux systèmes. Le meilleur du système d'une économie ouverte, ce qui nous permet de consommer à des prix relativement bas, parce qu'on importe massivement, Yves Gigot le sait bien, des produits de grande consommation, y compris en détruisant l'industrie française. Et en même temps, on veut être dans une économie ouverte, mais avoir les avantages d'un pays socialiste. Ça fonctionne pas. Et les riches, vous pouvez les payer, vous pouvez les taxer une fois.
fois. Mais la fois d'après, ils s'en vont. Effectivement, c'est la jurisprudence des yachts. C'est-à-dire que les yachts, on nous a dit, on n'a qu'à les taxer plus. Ceux qui étaient à Menton, ils sont partis de l'autre côté. Je ne sais pas quel est le port italien le plus proche, 26 000 peut-être, et où on leur a dit, mais soyez les bienvenus, chez nous, on ne vous taxe pas. Et or, à moins de rétablir le rideau de fer, vous ne pourrez pas empêcher les gens de faire ça. Donc, je ne vois pas d'alternative, en dehors de toute considération idéologique, au fait qu'on se remette au travail collectivement. On est dans le déclin ? En tout cas, ce qu'il faut, c'est une politique définie par un gouvernement légitime et conduite avec des effets qui sont jugés ensuite. Or là, à ce jour, au seuil du mois de septembre qui va nous conduire très vite à la présidentielle, ce que l'on peut dire, alors c'est aujourd'hui, comme il faut le dire à chaque fois, mais ce qui se profile aujourd'hui, et ce sera différent peut-être demain encore une fois, c'est qu'il y aura bien sûr une personne à l'Élysée, on ne sait pas laquelle, on sait encore moins si cette personne aura une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc on ne sait pas aujourd'hui si, à la fin de ce cycle qui s'ouvre, on va dire en septembre, et qui va se refermer en juillet 2027, le pays sera dans une situation institutionnelle avec une majorité présidentielle et une majorité parlementaire cohérente, lui permettant d'agir dans un sens et de mener des réformes, ou si le pays sera dans la situation d'un politique actuel, j'inventerai ce mot, on ne peut pas gouverner parce qu'il n'y a pas de majorité, parce que personne n'est d'accord avec personne. Mais vous savez ce qui est effrayant, je me permets, Dominique Régnier, dans votre propos, depuis le début de l'émission, vous dites que personne aujourd'hui n'a la solution. C'est-à-dire qu'aucun, selon vous, des candidats sur la ligne de départ n'a la solution au problème que nous évoquons depuis le début. Aucun. Si. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Attendez, juste, et puis je reviens là. Bien sûr. Juste comme ça, M. Gigot ne sera pas d'accord avec quelque chose qui aurait été énoncé. Mais moi, il me semble que nous avons une tension, une contradiction fondamentale, qui est que l'élection qui s'ouvre, l'élection présidentielle, ne permet pas aux acteurs, aux candidats, d'énoncer les solutions qu'ils savent comme étant les bonnes solutions. Parce que s'ils les énoncent, ils redoutent de susciter le rejet du public, le rejet électoral, donc d'être battus. Et c'est cette espèce de course de lenteur un peu, je ne sais pas à quoi il faudrait le comparer, qui nous empêche collectivement d'avoir une vraie discussion politique. Il n'y a pas d'espoir dans le panel politique aujourd'hui. Ce que vous disiez tout à l'heure... Il n'y a pas d'espoir, pas de lumière. Amélie Carver, tout à l'heure, vous l'avez dit à 2 reprises, moi ça m'a paru très important, une grande discussion pour redistribuer... Élie Cohen le disait aussi, la manière dont nous vivons, ce serait vraiment la raison d'être parfaite de l'élection présidentielle, et de celle-ci en particulier. Un grand débat profond, collectif, sur ce qu'il faut vraiment réaménager. Ce serait merveilleux. Ça n'aura probablement pas lieu, parce que chacun va chercher à maintenir les chances d'être candidat, puis d'accéder au second tour, peut-être de gagner, et s'il gagne, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Ça va être très long, entre mai et juillet 2027. Et donc, les conditions pour que les grandes décisions ne soient pas avancées sont réunies. Oui, mais vous l'avez dit beaucoup mieux que je ne l'aurais dit. Donc, sur ce sujet, je pense que les candidats savent ce qu'il faut faire. Simplement, ils ne peuvent pas le dire. Parce que tout le monde a le souvenir de Mendes France à son temps, de Rocard en son temps, de Bayrou dans un autre temps, de Raymond Barre dans un temps encore différent, qui étaient des hommes politiques qui disaient les choses et qui n'ont pas passé le suffrage universel, parce que les Français disaient « Mais non, il doit bien avoir une autre solution, moins douloureuse, et on doit pouvoir s'en sortir autrement. » C'est la porte ouverte aux démagogues, c'est la porte ouverte aux excès qu'on commence à voir poindre dans la classe politique. Et effectivement, ce grand débat, si on ne l'a pas au moment de l'élection présidentielle, moi je crains qu'on l'ait au moment d'un choc dont je ne sais pas ce qu'il sera, mais le pays ne pourra pas rester dans le non-dit. Alors, vous l'avez compris, comme il est 17h57, je commence à avoir une petite obsession, c'est de ne pas se quitter là-dessus. Moi, je trouve que tout ça, quand même, est bien trop noir. Élie Cohen, donnez-moi une raison d'espérer en sortant de ce plateau, quand même. La raison d'espérer, c'est que face à l'épreuve, l'Espagne en a connu, la Grèce en a connu, l'Italie en a connu, le Portugal en a connu. Finalement, face à l'épreuve, les gens se ressaisissent et prennent des décisions qui finissent par avoir une influence marquante et sur le traitement de la crise et sur les conditions du rebond. Vous n'aurez la parole que si vous êtes positif.
Alors, je vais l'être à moitié. Chirac, 95. C'est-à-dire qu'il est élu président de la République sur un programme très social. Il faut résoudre la fracture sociale. Et puis, au bout de quelques mois, il dit je suis désolé, j'y arrive pas parce que j'ai pas assez d'argent, parce que Bruxelles est méchant, et donc il va falloir faire des réformes, même si c'est douloureux. Et on se portera mieux si on en fait un petit peu. Certes, ça a mis beaucoup de gens dans la rue. C'est les grandes grèves de 97, c'est ça. Mais c'est un scénario, à mon avis, qui est le plus plausible. Effectivement, quand le jour où on dira, c'est difficile de dire aux Français, votez pour moi parce que je vais vous faire souffrir. Il y a des gens qui aiment ça, mais c'est une minorité de la population. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est de dire, ça va bien se passer, vous allez voir. Une fois que celui qui sera élu le sera, dira, je suis désolé, la réalité nous a rattrapés, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et là, la sagesse collective peut l'emporter. Bon, allez Stéphanie, je mise tout sur vous. Un peu de positif. Non, je vais avoir du mal parce qu'en fait, je crois que c'est possible de s'en sortir si on fait des efforts, mais derrière, on porte la culpabilité d'une génération sacrifiée. Je pense que ça ne sera pas sans difficulté pour essayer de remettre les comptes en ordre, et il y aura beaucoup d'efforts à faire, et ça va être douloureux pour ceux qui vont le subir. Bon, voilà, encore raté. Non, mais je continuerai cette quête du positif et de la lumière. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois, Dominique Régnier. Merci beaucoup à vous, Élie Cohen, Stéphanie Villers. Toujours un plaisir. Guillaume Roquette, vous le savez également. Yves Gégaud, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous regarder, de nous écouter, toujours plus nombreux. Les podcasts, le grand dossier. C'est aussi donc une émission qui s'écoute sur toutes les plateformes habituelles. Vous avez le QR code en bas de l'écran. Vous le savez maintenant, vous scannez, vous flashez, vous nous retrouvez. Alors c'est sur Deezer, c'est sur Spotify, Apple Podcasts. Vous avez le choix.